Vous avez peut-être remarqué la tendance des influenceurs modernes des médias sociaux, ils deviennent incroyablement riches. Il y a 10 ans à peine, les meilleurs youtubeurs de la plateforme filmaient pour la plupart à partir de leur département de mannequins, faisaient des sketchs moyens et vivaient une vie assez semblable à celle de l'URI. Presque tous avaient un emploi normal et postaient sur internet parce qu'ils trouvaient cela amusant ou, tout au plus, parce que cela pouvait leur rapporter un peu d'argent supplémentaire. Aujourd'hui, certains influenceurs ont la même notoriété et les mêmes revenus que les sportifs de haut niveau, les chanteurs et les stars de cinéma. Au fur et à mesure que cette nouvelle race de célébrités s'est enrichie, elle a pu diffuser des contenus encore plus élaborés, qu'il s'agisse de montrer son nouveau manoir, de donner des millions de dollars à des inconnus ou simplement de dépenser plus d'argent pour la production de ses vidéos. Mais tout cet écosystème repose sur une sorte de ruée vers leur marketing. C'est un mélange unique et délicat de circonstances qui a rendu de telles maisons possibles, et cette situation d'argent facile touche à sa fin plus vite que ces personnes ne le pensent. Il est donc temps d'apprendre comment fonctionne l'argent pour découvrir comment la bulle d'influence va éclater. Et ce que cela signifiera une fois qu'elle aura éclaté. À la fin des années 2000. Les entreprises ont un problème. Les personnes âgées de 18 à 35 ans, un groupe démographique clé pour les biens de consommation, sont de plus en plus difficiles à classer dans des catégories marketing bien définies. Si vous ne parvenez pas à cerner les préférences spécifiques d'un groupe, il est très difficile de le cibler. Et pour ne rien arranger, les jeunes regardaient moins la télévision et écoutaient moins la radio, qui était à l'époque le fondement de la publicité grand public. Les jeunes de 35 ans n'ont pas d'argent de toute façon. Quel est donc le problème ? Le problème, c'est que même si ce groupe a moins de revenus et de richesses que les générations précédentes, il dépense davantage ce qu'il a, et ce de manière plus compulsive. Ils agissent ainsi parce que la plupart d'entre eux n'ont pas encore la responsabilité financière d'élever une famille et gagnent leur propre argent pour la première fois de leur vie. L'accès à ce groupe démographique était donc difficile, mais potentiellement très lucratif. Heureusement pour les spécialistes du marketing du monde entier, un nouveau groupe d'étudiants célèbres s'est formé sur les microblogs et les premiers sites de partage de vidéos de l'Internet. Ces personnes étaient parfaites pour les marques qui voulaient exploiter ce marché difficile de consommateurs. Le travail des spécialistes du marketing était facile, leur base de consommateurs était déjà compartimentée par centre d'intérêt. Si vous vouliez attirer les jeunes mères, travailler avec les jeunes mamans blogueuses, si vous vouliez vendre des outils, faites une vidéo que l'évaluateur mécanique pourra utiliser gratuitement sur sa nouvelle chaîne YouTube. Tout cela est devenu encore plus facile lorsque des entreprises comme YouTube ont introduit des fonctionnalités publicitaires qui ont permis aux marketeurs de contourner complètement une relation directe avec le créateur et de choisir à la place parmi une grande variété de paramètres pour choisir leurs annonces en utilisant AdSense et d'autres offres similaires. Le marketing d'influence sur l'Internet était également très bon marché, une entreprise pouvait atteindre 100 millions de téléspectateurs pour moins de 100 000 $. Le même type d'exposition à la télévision commerciale coûterait probablement des millions. Les petites entreprises pouvaient également participer à l'action, car l'Internet n'était pas limité à quelques grandes chaînes de télévision ou stations de radio. Une petite entreprise peut donc travailler avec un petit influenceur pour promouvoir son produit avec un budget modeste. Mais tous ces autres avantages étaient insignifiants par rapport au principal argument de vente des débuts du marketing d'influence. Les gens faisaient confiance aux influenceurs. Si un nouveau parent lit un blog de maman sur la façon de faire cesser les pleurs de ses enfants, il se tourne déjà vers ce blogueur pour obtenir sa sagesse sur le sujet de l'éducation d'un bébé. Si le blogueur recommande un certain type de lait maternisé ou de poussette, il aura un énorme avantage sur la concurrence parce qu'il est recommandé par quelqu'un en qui les parents ont confiance. La même confiance s'étend à tous les influenceurs par d'autres moyens spécifiques. Une étude réalisée en 2016 a révélé que les utilisateurs de Twitter faisaient presque autant confiance à leurs influenceurs en ligne préférés qu'à leurs amis proches. Et il s'agissait de Twitter. On ne peut que raisonnablement imaginer que le niveau de confiance serait plus élevé sur une plateforme qui n'est pas un cloaque de paix cérébraux. À première vue,
le marketing d'influence est un rêve pour les entreprises et peut être adapté pour cibler des publics spécifiques. Il est profond et efficace. Alors pourquoi est-ce une bulle ? Le premier problème est que le marketing d'influence n'est plus aussi bon marché. Plus les entreprises se sont précipitées pour capitaliser sur les promesses offertes par le marketing d'influence, plus la concurrence s'est accrue pour les influenceurs à tous les niveaux. Certains youtubeurs demandent aujourd'hui plus d'un demi-million de dollars pour un placement publicitaire sur une seule vidéo, ce qui reste légèrement moins cher que la télévision commerciale pour un nombre de vues similaire, mais pas de beaucoup. Au début, le marketing d'influence était dominé par de petites entreprises agiles qui étaient prêtes à prendre le risque d'une nouvelle forme de publicité. Aujourd'hui, les grandes entreprises et les entreprises soutenues par des quantités infinies de capitaux dominent l'espace. Certaines entreprises bénéficiant d'un soutien financier suffisant ne se soucient même pas de dépenser plus en publicité que ce qu'elles gagnent en revenus, car leurs investisseurs sont avant tout préoccupés par la croissance de leur entreprise. Pensez aux marques qui sponsorisent votre influenceur en ligne préféré. La plupart d'entre elles sont de nouvelles entreprises soutenues par de nombreux investisseurs. Si elles dépensent autant d'argent, c'est parce que ce type de marketing permet de lancer d'énormes entreprises pratiquement du jour au lendemain, mais il peut aussi s'avérer incroyablement risqué. Je travaille comme banquier d'affaires dans la Silicon Valley. J'ai donc la chance d'être directement exposé à la dynamique du marché dans la capitale mondiale des startups. Je peux vous dire de première main que l'appétit des investisseurs pour les entreprises de vente directe aux consommateurs commence à s'émousser. Si ces entreprises ne parviennent pas à lever des fonds, elles n'existeront plus pour payer des millions de dollars chaque mois à des influenceurs sur Internet. Pour l'instant, il est difficile de dire si et quand cela se produira. Mais avec l'augmentation des taux d'intérêt et une série de faillites d'entreprises très médiatisées qui pèsent sur les investisseurs, l'argent facile pourrait ne plus être aussi facile à obtenir pour les entreprises qui ont soutenu la bulle des influenceurs. Le coût du marketing d'influence est insignifiant par rapport aux problèmes plus importants auxquels ces célébrités en ligne sont maintenant confrontées. Les gens ne leur font plus confiance. Cela aurait dû être évident dès le départ. Mais beaucoup d'influenceurs ne se soucient même pas ou ne comprennent pas ce qu'ils promeuvent. Si les entreprises peuvent payer leurs honoraires, ils obtiendront leurs recommandations. Je suis maintenant un YouTuber. Et je peux vous dire par expérience que la partie la plus difficile de la collaboration avec les sponsors est de trouver des entreprises que je me sens à l'aise de promouvoir. Mon bon ami Richard, du site The Plain Bagel, s'est vu proposer un jour 30 000 $ pour réaliser une seule vidéo sur les crypto-monnaies. Richard a évidemment décliné cette offre parce qu'il s'agissait d'un stratagème évident de vente à la sauvette. Mais beaucoup d'influenceurs ne le feraient pas. La chaîne de Richard compte un peu plus de 500 000 abonnés. On ne peut donc qu'imaginer combien ces opérations de transfert de technologie offrent à des personnes dont l'audience se chiffre en millions de jeunes téléspectateurs plus impressionnables. D'innombrables scandales ont entouré des influenceurs qui ont été surpris en train de faire de la publicité auprès d'enfants, de promouvoir des festivals de musique ratés ou de pomper et de jeter des projets cryptographiques, encore et encore et encore. Les jeunes ne sont pas idiots, et ils peuvent voir à travers les influenceurs qui disent simplement quelque chose pour faire de l'argent sans croire à ce qu'ils promeuvent. Les influenceurs qui ciblent les jeunes enfants peuvent profiter de la naïveté de leur public pour un peu plus longtemps. Mais un public aussi jeune aura besoin d'un parent pour faire ses achats et sera plus difficile à tromper. L'ironie du sort fait que les richesses accumulées par les enfants sont de plus en plus importantes et de plus en plus rares. La richesse accumulée par les grands influenceurs au cours de leur carrière érode également la confiance qu'ils avaient autrefois avec leur public. Il y a 10 ans, lorsqu'un influenceur de premier plan parlait d'un produit dans son appartement de base, on avait l'impression qu'il s'adressait à un père, voire à un ami. Aujourd'hui, lorsque David Gilbert danse dans son manoir de Los Angeles en parlant de son travail, on a l'impression qu'il est le parrain d'une célébrité. Les personnes de ce type ont du mal à recommander véritablement des produits parce qu'elles sont tellement riches et célèbres qu'elles n'en ont plus besoin. Pensez-vous que David doive acheter ses billets de concert sur le marché de la revente ? Ou pensez-vous qu'il est invité à ces événements avant même que les billets ne soient mis en vente ? Certains des savants ou des influenceurs s'efforcent de donner l'image d'un mode de vie normal. C'est peut-être parce qu'ils n'apprécient pas l'étalage ostentatoire de richesses matérielles. Ou peut-être est-ce parce qu'ils savent que cela les aide à mieux communiquer avec leur public.
Le fossé qui sépare un ami en ligne d'une célébrité en ligne n'a fait que s'accentuer lors des premières fermetures. Ce bon spectacle, associé au message déplaisant du hashtag, a entraîné un déclin rapide de l'intérêt du public pour le marketing d'influence. Aujourd'hui, non seulement les consommateurs perdent confiance dans les influenceurs, mais aussi dans nos entreprises. Si une entreprise utilise un influenceur comme porte-parole de son produit, elle devient inextricablement liée à la réputation de cette personne. Cela peut être une bonne chose. Si une marque veut se positionner comme un produit amusant pour les jeunes, les influenceurs en ligne sont beaucoup plus susceptibles d'être associés à une marque que les célébrités traditionnelles. Les célébrités traditionnelles n'apparaissent vraiment que dans des contextes soigneusement étudiés, où leurs managers peuvent s'assurer qu'elles ne disent rien qui dépasse les bornes. Et même si elles le font, il est probable que leurs propos soient coupés avant d'être rendus publics. Les influenceurs, quant à eux, gagnent leur vie en diffusant leur vie entière sur Internet, le bon, la brute et le truand. Un jour ou l'autre, il se passera forcément quelque chose de grave. Les entreprises prennent également des risques importants avec les influenceurs à cause d'autres entreprises. Si un influenceur se fait sponsoriser par une marque qui s'avère frauduleuse, de nombreuses questions se poseront quant à la légitimité de toutes les autres entreprises qu'il promeut. Que réserve donc l'avenir à nos influenceurs multimillionnaires ? Si la ruée vers l'or prend fin, ils gagneront probablement beaucoup moins d'argent, mais c'est probablement une bonne chose. L'époque où l'on jetait de l'argent sur des personnalités en ligne en espérant que tout irait bien est peut-être révolue, mais cela ne signifie pas que cette pratique disparaîtra complètement. Cela signifie plutôt que le marketing en ligne peut devenir quelque chose de mieux qu'une alternative moins coûteuse à l'appui traditionnel des célébrités sur les plateformes médiatiques traditionnelles. Il n'y a rien de mal à ce que des personnes sympathiques donnent des conseils sur des produits qu'elles comprennent et qu'elles soient rémunérées pour cela. Et les métriques feront bientôt comprendre aux entreprises que c'est ce qui a fait la grandeur du marketing sur Internet. Merci encore de m'avoir permis de continuer à vous apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre. Soyons prospères.